Et poursuivons avec notre invitée Isabelle Lebon, spécialiste des États-Unis, enseignante à l'université de Caen et auteure notamment des États-Unis au XXIe siècle en chiffres et en lettres aux éditions Ellipse. On va revenir dans un instant sur les sondages, mais tout d'abord, quand on voit ce sujet, on peut dire que ça vole plutôt bas, cette fin de campagne. Cette fin de campagne vole effectivement extrêmement bas et au-delà d'un geste, on va pas dire déplacé parce que le mot serait faible. Je pense qu'il y a eu des mots qui ont beaucoup heurté notamment l'électorat féminin. Et par exemple, quand Donald Trump a dit qu'il allait qu'il allait protéger les femmes malgré elles, ou quand il a expliqué que Liz Cheney, qui est une opposante à l'intérieur du Parti républicain, eh bien, il faudrait la mettre devant un peloton d'exécution. Donc, c'est effectivement, cette fin de campagne, elle est une violence verbale plus inouïe. qu'outrée, absolument. Alors, justement, on va revenir maintenant sur le mode de scrutin américain. Chaque État remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent au final pour élire le président américain. Si la plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, il y en a 7 toutefois qui a priori ne le sont pas et qui pourraient du coup finalement faire l'élection. Ce sont les fameux swing states. Quels sont-ils et quels sont les chiffres à l'heure où l'on se parle ? Alors, je précise, puisqu'on vient de parler de l'Iowa, que l'Iowa n'était pas considéré comme un swing state pour cette élection. Il l'était jusqu'en 2012, mais Donald Trump l'a remporté lors des 2 dernières présidentielles. Et donc, pourtant, effectivement, hier, il y a eu des sondages qui le donnaient perdant dans cet État. Donc, les swing states qui sont habituellement nommés sont la Caroline du Nord, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, le Nevada, l'Arizona. Tout ça avec une étoile là, que l'on voit sur les cartes. Tous ceux effectivement qui ont une étoile. Et celui dont on parle le plus, parce que c'est celui qui a le plus de grands électeurs, et dans tous les calculs que l'on fait, eh bien, on peut penser qu'il faut absolument le remporter. C'est la Pennsylvanie, qui a 19 grands électeurs, et donc qui paraît centrale dans l'équilibre des forces, effectivement. Et a priori, celui qui remportera la Pennsylvanie pourrait remporter l'élection. À part qu'effectivement... Et on en est où, là, au niveau des sondages ? Alors, il y en a beaucoup tous les jours. Oui. Et donc là, il y a eu les derniers sondages du New York Times qui viennent de sortir et qui donnent, par rapport à ce qu'on avait dans les jours précédents, à part en Caroline du Nord, plutôt Kamala Harris, pas Caroline du Nord, à part en Arizona, Kamala Harris bien placée dans la plupart des swing states, ou effectivement dans un tête-à-tête impossible à départager pour ce qui concerne certains, notamment la Pennsylvanie qui va vraiment rester le nœud, mais qui la donne en avance désormais dans la Géorgie, dans le Nevada. Donc ce ne sont que des sondages, on le rappelle, parce qu'on sait par des élections précédentes qu'il y a eu des surprises. Oui. Mais pour l'instant, Kamala Harris serait en tête au niveau du vote, au niveau national, au niveau du nombre de votes, et on sait que c'est pas ça qui fait les résultats, mais aussi au niveau donc des swing states, c'est ce que vous me dites. Alors, actuellement, au niveau national, c'est pratiquement sûr, mais on sait que Al Gore a perdu avec plus de voix que George Bush et que Hillary Clinton a perdu avec plus de voix également que Donald Trump. Donc effectivement, ça ne fait pas l'élection, ce sont vraiment les grands électeurs. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un léger retournement de tendance, même si effectivement tout ça reste dans la marge d'erreur. Et même si on sait qu'aux États-Unis, le fait de sonder par État, reste quand même très compliqué. Et d'autant plus qu'aux États-Unis, le gagnant n'est pas révélé à la fermeture des bureaux de vote, que des contestations juridiques peuvent avoir lieu dans des États et peuvent interrompre ainsi l'annonce du résultat. C'est donc qu'un flottement est envisageable, comme ça a été le cas dans certaines élections précédentes ? Alors, même au-delà des contestations, il y a un certain nombre d'États dans lesquels il y a des systèmes de recompte automatique en dessous d'une certaine différence
entre les deux candidats, puisque 50 États, 50 lois électorales différentes. Et donc, il y a des États où on va avoir des recomptes automatiques de certains comtés à un demi-point d'écart, à un point d'écart ou à quelques milliers de voix d'écart. Donc, effectivement, il y a usuellement aux États-Unis un délai pour connaître les résultats, sauf à ce qu'il y ait une vague d'un côté ou de l'autre énorme, auquel cas, effectivement, on voit se dessiner les choses assez vite. Mais autrement, ça pourrait prendre au-delà de plusieurs heures, ça pourrait même prendre plusieurs jours s'il y a des États qui sont recomptés de façon très massive. Et n'oublions pas que depuis des mois également, Donald Trump dit que s'il n'est pas élu, c'est que les autres ont triché. Et plus encore au cours des derniers jours, puisqu'il y a effectivement déjà des bruits, on va appeler ça comme ça, une rhétorique de la tricherie dans la Pennsylvanie, cet État dont je vous disais qu'il est vraiment, que tout le monde commence à considérer que c'est l'État clé parmi les États clés. Et donc déjà, il y a la petite musique du vote qui serait volé. Et déjà, il y a des contestations avant même, effectivement, que les élections arrivent. Les républicains ont essayé de bloquer un certain nombre de votes par correspondance, mais ils ont été déboutés par la Cour suprême. Un mot sur les relations transatlantiques. En fonction du résultat ou de l'autre, qu'est-ce que l'on peut attendre si c'est Trump ou si c'est Harris qui gagne ? Alors, on aura des choses sans doute très différentes, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur le fond, je pense qu'on aura des choses très différentes sur un plan commercial, puisque Donald Trump nous promet actuellement une guerre commerciale non seulement à la Chine, où on serait sur une guerre commerciale tous azimuts, mais également aux petits États européens, comme il dit, qui n'achètent pas suffisamment de produits américains. Et donc, effectivement, il est en train de promettre, et c'est devenu le thème de campagne qu'il martèle vraiment sur l'international, à part l'immigration, c'est ça. C'est vraiment des droits de douane tous azimuts qu'il ferait remonter, quels que soient les traités, quels que soient les accords de l'OMC actuels. Un mot également sur l'Ukraine pour terminer, enfin pour géopolitique et de diplomatie de manière générale. Trump a toujours maintenu qu'en cas de victoire, il mettrait à l'arrêt tout soutien à l'Ukraine. Kamala Harris, de son côté, elle pourrait rester sur la ligne officielle de Biden du soutien, elle, pour le coup, à Kiev? Alors, elle s'y est engagée, mais il faut penser que de toute façon, tout ça, ce sont des dépenses, et donc ça dépend du Congrès, c'est-à-dire pas simplement du président des États-Unis. Et donc, en fait, nous parlons souvent des élections à la présidence, mais il faut penser aussi que le Congrès va être réélu mardi prochain, et notamment, c'est de la Chambre des représentants que va dépendre sa capacité à soutenir, à dépenser, effectivement, pour soutenir l'Ukraine. Alors, effectivement, de son côté, Donald Trump lui promet un arrêt de la guerre en 24 heures. Et ce que l'on croit en comprendre actuellement, c'est qu'il va demander à l'Ukraine de prendre ses pertes. Merci beaucoup Isabelle Lebon. On pourrait aborder ces élections sous plein d'autres angles, mais voilà, on est pris par le temps. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par TV5 Monde pour nous apporter votre analyse. Merci à vous, madame.